Cheikh Anta Diop xeex na ba dee jot na nag mu am ñu ko dëggal. Dans le cas des pays d'Afrique francophone, il est difficile de parler d'indépendance. Et ça, on peut le voir même dans le processus de décolonisation. En fait, quelque chose qu'on ne dit pas souvent et qui est ignoré par la plupart de nos compatriotes, c'est que le processus de décolonisation en lui-même, dans le cas des pays d'Afrique francophone, ce qui en tout cas relevait du régime de la communauté, en fait, ce processus a été anticonstitutionnel. Pourquoi je dis anticonstitutionnel? Moi-même, je ne peux pas le dire parce que je suis pas juriste, mais il y a un texte très intriguant qui a été publié sur le site web du Conseil constitutionnel français. Et donc, ce texte, en fait, montre que la décolonisation dans le cadre de ces pays s'est faite dans la violation de la Constitution française. Je m'explique. En fait, en 58, quand De Gaulle est revenu et a voulu mettre en place le régime de la communauté, on avait demandé aux pays qui faisaient partie de l'Empire français en Afrique et un peu ailleurs si ces territoires voulaient faire partie de la communauté franco-africaine. Et la plupart des territoires ont dit oui, sauf la Guinée en Afrique. Donc la Guinée a pris son indépendance en 1958. Et donc dans la Constitution française, bon, qui a été validée le même jour, en septembre, dans les colonies, enfin dans les territoires d'outre-mer comme les appelait, et en France métropolitaine, en fait, dans cette nouvelle constitution, il y avait une section sur les pays qui relevaient du régime de la communauté. Et donc, de la même manière que ces pays sont entrés dans la communauté et n'avaient pas choisi l'indépendance, pour sortir de la communauté, il fallait faire un référendum. Et c'est ce que disposait la Constitution française. Mais la France, à l'époque, bon, était un peu prise de court parce que, bon, avec la sortie de la Guinée et ce qui s'est passé ailleurs sur le reste du continent, la France, qui n'avait jamais voulu accorder l'indépendance, a vu que maintenant l'indépendance était devenue inévitable. Et c'est pourquoi le processus constitutionnel a été un peu chaotique. Et en tout cas, Michel Debré, qui était à l'époque le premier ministre de De Gaulle et De Gaulle lui-même, en fait, n'ont pas respecté la Constitution française. C'est-à-dire qu'il fallait organiser un référendum dans tous ces pays pour que ces pays puissent décider point si ils voulaient sortir, disons, du régime de la communauté. Et ça, c'est une histoire qu'on ne raconte jamais. Et ça montre qu'en fait, nos États sont même nés anticonstitutionnels. Et donc, d'une certaine manière, certains tas qu'on retrouve dans les pays d'Afrique francophone s'expliquent, disons, par ce type de péché originel. Mais ce qui est également intéressant, c'est que cette période un peu chaotique où la France a été un peu vite prise au dépourvu, où elle ne voulait pas accorder l'indépendance, mais elle se résout finalement à l'indépendance. En fait, elle a géré cette transition en mettant en place des accords de coopération. Et dans le domaine économique et monétaire, c'est très intéressant parce que c'est les mêmes accords qui ont plus ou moins été signés par un certain nombre de pays en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et donc, c'est vraiment la même lettre standard qui a été envoyée par Michel Debré à ses homologues africains. Et donc, dans le domaine économique, c'est très intéressant parce que qu'est-ce qu'il disait? Vous aurez l'indépendance politique, entre guillemets, mais sans souveraineté. C'est-à-dire que tous les domaines de souveraineté qui relevaient de la communauté franco-africaine, c'est-à-dire, par exemple, les affaires étrangères, les matières premières, le commerce extérieur, la monnaie, le système de défense. Et donc, par exemple, pour nos matières premières, nous n'avions pas le droit de les exporter sans l'autorisation de la France. Et la France pouvait elle-même se donner le droit de limiter, disons, leur exportation si elle jugeait que c'était stratégique pour sa défense ou pour toute autre considération. Dans le domaine de la monnaie, c'est la même chose. À l'époque, disons, au moment de la vague d'indépendance des années 60, en fait, il y avait beaucoup de systèmes monétaires hérités de la période coloniale. On avait la zone sterling, avec les colonies britanniques. On avait la zone peseta, colonie espagnole. On avait la zone monétaire belge, la zone monétaire peseta, etc. Toutes ces zones, au fur et à mesure, ont été démantelées. Donc, tous les États sont sortis de ces zones monétaires dès qu'ils sont devenus indépendants et ont commencé à battre monnaie. Tous les États africains, sauf ceux qui étaient, disons, membres de la communauté, etc. Parce que les accords de coopération leur ont imposé que vous devez rester dans la zone franc pour avoir votre prétendue indépendance. Et donc, à l'époque, les banques centrales qui géraient la monnaie de ces pays, le franc CFA, qui au départ signifiait le franc de colonie française d'Afrique, a été renommé
francs de la communauté financière africaine en Afrique de l'Ouest. Mais dans le cas de la CEMAC, l'acronyme n'a jamais été changé. Et donc, du coup, les réserves de change de ces pays étaient gérées depuis la France par du personnel français, etc. Au début des années 60. Donc, ça veut dire que dans le cas des pays d'Afrique francophone, ils ont eu une indépendance sans les attributs de la souveraineté. Tout était contrôlé par la France. Après, il y a eu quelques rébellions, etc. de certains chefs d'État, par exemple au Mali, etc., Togo, ce genre de choses. Mais dans le cas du Sénégal, on n'a pas vraiment eu d'indépendance parce qu'on est resté dans ce même système colonial. Et d'ailleurs, la plupart des élites, en fait, qui ont dirigé nos pays au moment des indépendances avaient été choisies par la France, souvent à l'issue de processus électoraux plus ou moins truqués. Si ils n'étaient pas ouvertement truqués, en tout cas, on a tout fait pour que ceux qui contestaient le système colonial n'aient pas la voix au chapitre. Donc, c'est comme ça qu'on a eu nos pères des indépendances, entre guillemets. Mais dans le cas, en tout cas, dans le domaine monétaire, les choses sont restées intactes, disons, de 1960 jusqu'à maintenant. Il y a eu quelques petits changements, c'est-à-dire qu'au départ, la monnaie était gérée depuis Paris. Après, les sièges des banques centrales ont été transférés à partir du milieu des années 70 vers Dakar pour l'Afrique de l'Ouest et Yaoundé pour l'Afrique centrale. Le personnel a été africanisé, etc. Mais la France est toujours restée maîtresse du système CFA jusqu'à présent et ça ne change pas et ça n'a jamais été contesté par les dirigeants qui se sont succédés jusqu'à présent, à l'exception peut-être du nouveau gouvernement. C'est-à-dire depuis 5 ans jusqu'à Macky Sall, les gens ont été totalement contents du franc CFA et n'ont pas émis de vraies critiques. Il y a eu quelques critiques venues de Ouad, mais pas de critiques vraiment de fond pour dire que nous devons nous en sortir pour demander notre souveraineté monétaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que en tout cas dans le siège de la décolonisation, il y avait des écrits français sur quel pourrait être l'impact économique, disons, de la décolonisation. Et donc, il y a un livre qui s'appelle Les chances économiques de la communauté, qui est écrit par Pierre Moussa, qui était un administrateur au ministère des Finances français. Et donc, il dit dans ce livre, en fait, si la France doit être indépendante financièrement et politiquement, la France doit se dispenser de l'aide américaine parce que les États-Unis ont beaucoup aidé les pays européens à travers le plan Marshall. Et donc, quand on vous aide, on vous domine également sur le plan financier. Et donc, Pierre Moussa dit, nous devons être indépendants des États-Unis. Mais pour être indépendants des États-Unis, nous avons besoin de nos colonies parce que nos colonies nous permettent d'acheter nos matières premières sans déposer de dollars. Et ces colonies elles-mêmes exportent beaucoup et ont des surplus commerciaux en dollars que nous pouvons utiliser pour notre propre développement. Et il dit que s'il y a la décolonisation, il y a ce risque qui pèse sur l'économie française. Un an plus tard, en 1959, c'est le philosophe libéral Raymond Aron qui écrit pour dire qu'en fait, on peut les laisser avoir l'autonomie, l'indépendance. C'est pas ça qui va gêner les intérêts français. Parce que ce qui compte, c'est le maintien de la zone franc. Et il dit ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand vous êtes intégré sur le plan monétaire, en fait, les transferts de la métropole vers les colonies, en fait, ces transferts n'existent que nominalement parce qu'ils restent dans le système bancaire de la métropole. Il dit, en fait, nos relations économiques entre nous et nos colonies, c'est en fait la même relation entre Paris et Marseille d'une certaine manière. Donc, ça veut dire que c'est nous qui y gagnons. Et donc, on voit qu'à l'époque, il y avait des statistiques qui montraient les dépenses publiques de la métropole en direction des colonies, le même montant, c'est le même montant que les entreprises françaises dans les colonies, que les entreprises françaises dans les colonies déclaraient comme profit issu des colonies. Donc, ça veut dire l'argent public métropolitain atterrit dans l'escarcelle des entreprises françaises. Il dit c'est comme ça le système. Donc, ce qui compte, c'est l'intégration monétaire et bancaire, mais pas comme encore le fait que ces pays puissent avoir l'indépendance politique. C'est-à-dire la forme de domination la plus vicieuse, c'est la domination monétaire et financière. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les Américains aussi, ils savaient cela, parce que John Fitzgerald Kennedy, président américain, voulait avoir des relations plus étroites avec les pays francophones. Mais la France ne voulait pas que les États-Unis aient ces relations-là commerciales, financières, parce que c'était la chasse gardée de la France. Et De Gaulle avait beaucoup plus peur des Américains que de la prétendue menace communiste. Et De Gaulle a tout fait pour que les Américains, n'aient pas des relations étroites avec les pays disons, du précaré français. Et donc, à un moment donné, John Fitzgerald Kennedy a demandé à un de ses conseillers, en tout cas, c'était son secrétaire d'État, Rusk, Dean Rusk. Il a dit à Rusk, comment ça fait-il que nous, Américains,
ce que nous donnons comme aide à l'Afrique, c'est le même montant que la France donne à ses anciennes colonies en Afrique. C'est pas possible parce que nous sommes beaucoup plus puissants que la France. Comment? Expliquez-moi ça. Et Dean Rusk a fait un rapport qui décrit dans le détail le système CFA et aussi la manière dont l'aide française est distribuée dans les anciennes colonies. Ce rapport date de fin janvier 1963. Et Dean Rusk dit dans ce rapport, ce système est un système néocolonial et il perdure de manière totalement anachronique et ça m'étonnerait que ça continue parce qu'aucun État souverain n'accepterait cela. Il dit, en fait, la France ne distribue pas vraiment d'aide parce que toute l'aide française atterrit dans l'escarcelle des entreprises privées françaises. Et aussi, il dit que, en fait, leur commerce extérieur est contrôlé par la France et aussi les réserves de change sont contrôlées par la France. Il dit donc que c'est un système néocolonial et donc de toute manière, ce système est appelé à disparaître. Donc, Dean Rusk était très d'une certaine manière optimiste, mais jusqu'à présent, nous avons le franc CFA. Et il y a eu d'autres réactions de ce genre, y compris au sein des institutions financières internationales. Par exemple, l'ancien économiste en chef de la Banque mondiale, un Indien, il a écrit un livre qui s'appelle Autobiography for Policymaker, donc journal for Policymaker, journal d'un leader politique. Il dit en fait quand j'étais à Washington, je savais que le CFA pénalise le développement économique de ces pays-là. L'arrimage à l'euro ne se justifie pas. Et ça crée des contraintes pour ces pays-là. Je voulais en parler publiquement, mais on m'a déconseillé d'en parler parce que sinon, j'aurais reçu un coup de fil de Washington, les Français ne seraient pas contents. Donc, ça veut dire que le caractère nocif du système CFA est connu au moins depuis les années 60 par les Français eux-mêmes, par les Américains, par les institutions de Bretton Woods. Et bon, rien n'a été fait jusqu'alors. Et l'une des raisons également, c'est l'aliénation culturelle. Parce que la plupart des gens ne savent pas comment fonctionne le système monétaire. La plupart des gens n'ont aucune idée de l'histoire du franc CFA. La plupart des gens également pensent que le fait que le CFA ait une certaine stabilité entre guillemets toute relative, ça c'est un avantage. Alors qu'ils savent même pas que, en fait, pour créer du CFA, il faut d'abord accumuler des eaux et les eaux, nous ne pouvons pas les accumuler via nos exploitations parce que nous avons été déficitaires depuis 60 ans en raison de mécanismes liés au franc CFA, comme la surévaluation du franc CFA, le fait que c'est une monnaie trop forte, le fait qu'il n'y a pas assez de crédit pour financer la production. Donc c'est une monnaie qui facilite les importations plutôt que les exportations. Et comme nous sommes déficitaires, donc pour émettre des francs CFA, il faut d'abord accumuler des eaux, mais des eaux qu'on emprunte. Pourquoi? Parce que voilà, on les perd à travers les transactions commerciales, disons au niveau de la balance courante. Donc ce système est vraiment en tout cas l'exemple le plus vivide, le plus éloquent du fait que nous ne sommes pas indépendants. Il y a un économiste britannique, Wynne Godley, qui disait un pays qui ne bat pas sa monnaie, qui n'a pas sa propre banque centrale, qui n'a pas ordonné sa banque centrale de créditer le compte d'État, il dit que ce pays n'a pas d'indépendance financière. Ce pays, sur le plan financier, a le statut d'une colonie ou d'une collectivité locale. Et quand Wynne Godley disait ça en 1992, c'était dans le contexte, disons, de l'avancée vers la zone euro. Il dit, nous, Britanniques, nous n'allons pas y aller parce que quand vous êtes dans une union monétaire, et qu'il n'y a pas de structure fédérale, en fait, sur le plan financier, vous êtes une colonie ou une collectivité locale. Parce que les colonies collectivités locales n'ont pas de banque centrale. Les colonies collectivités locales ne peuvent pas dévaluer. Les colonies collectivités locales n'ont pas de politique financière autonome parce qu'elles n'ont pas de banque centrale et elles ne peuvent pas avoir une politique de limitation des capitaux, de contrôle des capitaux. Et donc, nous, sur le plan financier, nous sommes toujours des colonies françaises, intégrées, disons, d'une certaine manière à l'économie européenne et d'une certaine manière au capitalisme financier global. Donc, à travers le système monétaire, nous pouvons clairement voir que nous n'avons pas été indépendants. Et tant qu'on le maintient, l'indépendance sera factice parce que l'indépendance politique seulement ne suffit pas. Il faut la parachever avec l'indépendance économique et monétaire. Et donc, ça aussi, c'est une leçon importante. C'est pourquoi la plupart de ces mouvements parlent de seconde indépendance. Parce que là, on est dans le cas des pays africains francophones, même comme j'ai dit, on ne peut même pas parler d'indépendance à proprement parler. Donc, il nous faut vraiment l'indépendance à la politique et d'une certaine manière économique et financière. Quelle solution? Pour moi, toute solution dépend d'abord du projet qu'on a. Parce qu'à partir du projet, vous pouvez déployer les instruments. Mais ce qui me semble tout à fait clair, sans ambiguïté, c'est qu'il est impossible de développer un pays dans le cadre du système CFA. C'est impossible. Et quand je dis système CFA, je dis système UEMOA. Même une UEMOA réformée ne permettrait pas un développement du système. Parce que la monnaie est un instrument cardinal.
parce que la monnaie ne peut se concevoir qu'à deux niveaux. Soit vous êtes un État-nation, ou bien vous êtes un État fédéral. Mais le pire, c'est d'avoir une monnaie unique dans le cadre d'un ensemble qui n'est pas fédéral. Et donc, ce qui pourrait être fait, c'est-à-dire que ce que les gens doivent comprendre, c'est que ce qu'ils appellent argent, la monnaie, ne peut jamais manquer. Aucun État ne peut jamais manquer de sa propre monnaie. Et tout ce qu'un État peut faire lui-même, quand je dis un État, c'est toute l'économie, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire nous-mêmes, nous pouvons financer nous-mêmes, et nous sommes les seuls à pouvoir nous financer. Donc, tout ce qui peut être fait d'un point de vue technico-matériel au Sénégal, si on a notre propre monnaie nationale, nous pouvons financer nous-mêmes. Parce que la monnaie, c'est quelque chose qui ne peut pas être rare. La monnaie, c'est quoi? C'est une dette que l'État émet. Et donc, dès que le Parlement valide le budget, la loi peut disposer que la Banque centrale est tenue de créditer le compte de l'État. Et c'est comme ça que l'État va faire ses dépenses sans aucune contrainte. Et voilà. Et donc, ce qu'il faudrait maintenant, c'est parce que là, c'est pour les choses que nous pouvons faire nous-mêmes. Mais il y a des choses que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes et que nous ne produisons pas. Donc, on a besoin d'importations. Et donc, pour financer ces importations, on peut essayer de les financer sans émettre de dette en monnaie étrangère. Comment ça va se passer? Nous avons beaucoup de ressources naturelles. Si nous contrôlons nos ressources naturelles, c'est-à-dire nous exportons et nous contrôlons une part importante des recettes d'exportation, nous pouvons financer nos importations sans avoir besoin d'émettre des dettes en monnaie étrangère. Et l'autre chose qu'on peut faire, c'est à travers la diplomatie économique, on peut dire à nos partenaires économiques, nous voulons échanger avec vous dans nos propres monnaies. Et c'est des choses qui se font, disons, de plus en plus. La Chine l'a fait avec certains pays africains. Les pays africains pourraient le faire entre eux-mêmes et pourraient le faire avec d'autres pays. Et donc, on peut avoir un système de paiement africain, c'est-à-dire que les Africains vont commencer dans leur propre monnaie. On n'a pas besoin de monnaie unique, c'est-à-dire que tout ce qu'on espère avec une monnaie unique, on peut l'avoir sous d'autres instruments, etc. Donc, comme les systèmes africains de paiement. Donc, nous pouvons commercer dans notre propre monnaie et les monnaies vont refléter la qualité, disons, de la gestion économique des pays. Donc, les pays qui gèrent bien leur monnaie vont avoir des monnaies stables, etc. Vont avoir beaucoup plus de prospérité, mais les pays qui gèrent très mal, etc. vont avoir des problèmes. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il faut cet instrument-là parce que avoir sa monnaie garantit l'indépendance financière du gouvernement. Le gouvernement n'a pas besoin du secteur privé, n'a pas besoin de l'épargne des ménages, n'a pas besoin des marchés financiers pour se financer. C'est une question typiquement légale. La loi en dispose. Le 1er janvier de l'année, le budget, il est crédité. On n'a pas besoin de passer par les marchés financiers. Et pour ce qui est du secteur privé, si on a un système de banque publique, etc., c'est tout à fait possible de financer parce que les banques ne d'épargnent pas de l'épargne pour financer disons l'économie. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la monnaie est endogène et par ça, les économistes veulent dire que à chaque fois qu'une banque accorde un crédit, ce crédit est un pouvoir d'achat nouveau. C'est pas de l'épargne existante. Si la banque, par exemple, à 100, disons, 100 CFA d'épargne. Donc, si la banque prête 100, ses actifs vont passer à 200, tout comme son passif. Donc, ça veut dire que tout nouveau prêt est une création monétaire. C'est comme ça que fonctionne ce système. Donc, l'argent ne peut jamais manquer. Ce qui peut manquer, c'est ce que l'argent est censé acheter. Et donc, c'est pourquoi parfois on a besoin d'importations. Mais comme j'ai dit, les importations, vous pouvez vous les procurer à travers, disons, vos recettes d'exportation et à travers la diplomatie économique, à travers les accords d'échange de crédit avec vos partenaires commerciaux. Mais c'est pour dire que la monnaie, c'est important, mais c'est pas suffisant. Parce que ce qui compte, c'est la planification économique. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quel est le projet social derrière? Le franc CFA a été élaboré pour l'économie coloniale. Et donc, c'est la meilleure monnaie du monde pour une économie coloniale. Mais si vous voulez avoir une économie diversifiée, si vous voulez mobiliser votre main-d'œuvre, votre créativité, il faut vous débarrasser du franc CFA. Et donc, c'est un peu ça ma réflexion, en disant que la monnaie, c'est un instrument au service d'un projet. Il faut définir ce projet. Mais tant qu'on reste dans le projet colonial, on peut laisser le CFA. Mais si on fait autre chose qui soit des projets coloniaux, il faut avoir une monnaie nationale adossée à des mécanismes de coopération monétaire, comme les systèmes africains de paiement. Mais ce qui est surtout important, c'est la planification des ressources économiques, des besoins. D'abord, comment on va les gérer, quelles sont les ressources sur lesquelles on va s'appuyer. En anglais, les gens se disent, la question, ce n'est pas how do you finance it, but how do you resource it. La question, c'est pas comment vous financez quelque chose, mais quelles sont les ressources sur lesquelles vous appuyez. Tant que vous appuyez sur vos propres ressources, vos terres, vos main-d'œuvre, vos équipements, votre créativité, vous n'avez besoin de contrôle de l'extérieur. Maintenant, quand vous voulez un développement économique extraverti, basé sur la créativité des autres, basé sur les importations de luxe voulues par la classe comprador, et donc ce développement est tout à fait impossible parce qu'il peut être qu'inégalitaire et parsemé de crises de dette. Cheikh Anta Diop xeex na ba dee jot na nag mu am ñu ko dëggal